Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler des monstres. Les monstres d'Halloween. Non pas les monstres de cinéma, mais ceux qui hantent nos pensées, notre imaginaire depuis des siècles. Ceux dont les cris ont été entendus, dont certaines silhouettes ont été aperçues, dont les légendes continuent d'éveiller la peur en chacun d'entre nous. Lesquels sont des mythes, lesquels sont des légendes, lesquels s'inspirent de la réalité ou sont une réalité. Voici la véritable histoire des monstres d'Halloween. Alors prépare ton encens, ton chocolat chaud ou ton pumpkin spice latte et plonge avec moi dans ce voyage entre les mondes. On ne pouvait bien entendu pas commencer cette vidéo sans parler des sorcières, même si elles ont eu droit à leur vidéo dédiée que je vous invite à aller voir, je vais quand même les aborder un petit peu dans cette vidéo. Les sorcières sont des femmes puissantes, qui ont longtemps été persécutées pour leur pouvoir, mais aussi pour leur savoir et leur lien profond et puissant avec la nature. Elles représentent bien plus qu'un simple monstre. À Halloween, elles nous parlent de magie, de transmission, mais aussi de résilience face à la peur du féminin sacré. Alors si tu veux plonger dans leur histoire, du début jusqu'à aujourd'hui, n'hésite pas à aller voir la vidéo dédiée. Autre grand classique, les fantômes, les esprits frappeurs, les esprits malveillants. Là aussi, j'en ai parlé dans une autre vidéo que je t'invite à aller voir. Mais pour résumer, la figure du fantôme traverse toutes les cultures. Depuis la Grèce antique jusqu'à aujourd'hui, on en retrouve des traces absolument partout. L'idée continue encore aujourd'hui que des âmes seraient bloquées entre deux mondes. Le monde des vivants et le monde des morts. Ces fantômes seraient alors incapables de trouver la paix et resteraient bloqués sans être totalement dans notre monde, tout en étant toujours là. Les témoignages de manifestations paranormales sont innombrables. Des ombres, des bruits, des visages qui apparaissent sur des photos. Et encore aujourd'hui, les chasseurs de fantômes continuent d'alimenter cette fascination collective. Pour ma part, j'ai croisé le chemin de quelques-uns d'entre eux, et si vous souhaitez que j'en parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai une vidéo dédiée. Mais ne croyez pas que je vais la faire sans avoir de messages en commentaire, parce qu'au bout d'un moment, je vous fais plaisir, je vous fais des vidéos, j'essaie de vous en faire beaucoup plus au mois d'octobre, voilà, j'essaie de vous apporter du contenu, quelque chose d'instructif, d'intéressant, mais si je n'ai pas de retour, de likes et de commentaires, comment vous dire que je vais pas me fouler quoi. Non, ce que je veux dire par là, c'est que si c'est des vidéos qui vous intéressent vraiment, vous me le dites, et sinon je garderai ces vidéos bien au chaud pour quand il y aura plus de personnes intéressées et que là, elles feront un réel impact sur ma communauté. Donc si vous souhaitez savoir mes histoires paranormales, dites-le moi en commentaire, et sinon je vous invite à aller dans la barre d'infos. J'ai une adresse mail dédiée sur laquelle vous pouvez m'envoyer vos histoires paranormales. J'en ai déjà reçu quelques-unes, mais pas assez pour faire une vidéo complète, donc n'hésitez pas à aller en mettre quelques-unes aussi en bas, comme ça je pourrai lire toutes vos histoires dans une seule et même vidéo et partager vos histoires paranormales avec la communauté. La communauté. Avec notre communauté, puisque nous sommes 500, donc j'estime que c'est une communauté. Voilà. Si les fantômes reviennent aussi nombreux à Halloween, c'est parce que plus on s'approche de Samhain ou de Halloween, plus les fantômes sont capables de traverser le voile entre les deux mondes, parce que celui-ci s'amincit au fil du temps, plus on approche de cette saison. En faisant mes petites recherches, je suis tombée sur un monstre duquel on ne parle pas beaucoup. Il s'agit de la Banshee. Nous en France, on la connaît très peu. Il s'agirait de la messagère de la mort. On entend beaucoup parler en Irlande. Cette créature est beaucoup moins connue du grand public ici, mais profondément ancrée dans les traditions celtiques. Donc c'est la Banshee. En gaélique, Bean Si signifie femme des collines ou femme de l'autre monde. Dans la mythologie irlandaise, la Banshee est donc une fée sombre chargée d'annoncer la mort imminente d'un membre d'une famille noble. Elle est moins connue parce qu'on dit qu'elle apparaît uniquement auprès des lignées dont le nom commence par O ou Mac, comme les O'Neill, les MacBryant, ce genre de famille. Ses origines viennent des pleureuses traditionnelles, les Keeners, qui accompagnaient les funérailles en chantant des lamentations funèbres. C'était des personnes qui étaient là pour se lamenter auprès du mort quand les familles étaient estimées pas assez nombreuses ou que les familles voulaient qu'il y ait plus de lamentations lors de funérailles. Peu à peu, ces femmes sont devenues célèbres dans l'imaginaire collectif des esprits annonciateurs ou des messagers de la mort. Son apparence varie selon les récits.
Parfois, c'est une jeune femme d'une beauté troublante, vêtue de blanc, se peignant les cheveux au bord d'une rivière. D'autres fois, c'est une femme voûtée, vêtue de gris ou de noir, les yeux rougis par les larmes. Mais le plus souvent, on ne la voit pas, mais on l'entend. Son cri déchirant, semblable à un hurlement de douleur, résonne dans les collines et annonce une mort proche. Plusieurs témoignages en Irlande rapportent des rencontres avec la Banshee. En 1938, Minnie McKeown, du comté d'Armagh, raconte avoir entendu son cri avant la mort d'une parente proche. Dans le comté de Carlow, près des ruines de Duquet's Grove, des habitants affirment encore entendre, certaines nuits, des pleurs féminins dans la brume. Pour les Irlandais, la Banshee n'est pas maléfique. Elle ne tue pas, elle prévient. Elle représente la frontière entre vie et mort, et un rôle profondément lié à l'esprit d'Halloween. Son image a parfois été rapprochée de celle de la mort, cette silhouette encapuchonnée tenant une faux. Ce n'est pas la même figure, mais la symbolique est similaire. La fin d'un cycle, la transformation et le retour à la terre. Halloween, c'est le moment où la mort cesse d'être un tabou, où elle devient une compagne, une messagère, et parfois même une voix qu'on entend dans le vent. En rapport avec cette Banshee, parlons de la mort. La mort telle qu'on la représente avec une faux, une capuche noire, vient du Moyen-Âge européen. C'est une manière de personnifier l'inévitable, mais contrairement à ce qu'on pense, la mort n'a pas toujours été vue comme un mal. Dans les croyances celtiques et païennes, elle était un passage, une porte vers autre chose. À Samhain, l'ancêtre d'Halloween, on célébrait justement ce passage. On honorait les morts, on leur offrait de la nourriture, on allumait des feux pour les guider. La faux qu'elle tient est le symbole de la moisson, de la fin d'un cycle. Elle coupe ce qui doit mourir pour permettre au renouveau de naître. C'est ce message-là que l'on trouve derrière l'imagerie morbide d'Halloween. Non pas la peur, mais le respect du cycle de la vie. Toujours liés à la mort, parlons maintenant de ceux qui en reviennent. Les morts vivants, les zombies, sont parmi les monstres les plus présents à Halloween. Le mythe du mort-vivant vient de très loin. Dans certaines cultures anciennes, on craignait que les morts reviennent hanter les vivants. C'est le cas chez les Slaves, les Grecs ou encore dans le vaudou haïtien. C'est là d'ailleurs qu'est né le mot zombie, dérivé du mot africain nzambi, signifiant esprit. En Haïti, les zombies ne sont pas des mangeurs de chair, mais des âmes prisonnières ramenées à la vie par un sorcier, un beau-corps. Ce corps, vidé de toute volonté, est réduit à l'état d'esclave spirituel. Il ne s'agit pas d'un monstre cannibale, mais d'un être privé d'âme, manipulé magiquement. Les récits de zombies réels viennent souvent de victimes droguées avec des neurotoxines issues du poisson globe, provoquant une mort apparente avant un réveil dans un état second. L'anthropologue Wade Davis a d'ailleurs étudié ce phénomène dans les années 1980 dans The Serpent and the Rainbow. Mais l'image du mort-vivant que nous connaissons aujourd'hui, cadavre titubant et affamé, nous vient tout droit du cinéma. Au XXe siècle, le cinéma transforme complètement cette idée. En 1968, George Romero sort La Nuit des morts-vivants. Les zombies deviennent des cadavres décomposés, incontrôlables, symboles d'une société en déclin. Depuis, les morts-vivants représentent la peur moderne, celle de la contagion, de la perte d'identité, de la déshumanisation, de la mort qui envahit peu à peu la vie, et de notre propre fin. Si les zombies viennent pour la plupart de la magie, l'un d'entre eux vient pour sa part de la science. Il s'agit bien entendu de Frankenstein. En 1818, Mary Shelley écrit Frankenstein après une nuit orageuse au bord du lac Léman. L'idée naît d'un pari entre amis, écrire l'histoire la plus terrifiante possible. À l'époque, des scientifiques expérimentent réellement sur des cadavres avec de l'électricité. Des chercheurs comme Luigi Galvani et Giovanni Aldini ont essayé de provoquer des mouvements musculaires sur des corps morts grâce à des impulsions électriques. Mary Shelley s'inspire de ces expériences pour imaginer un homme qui défie la mort et crée la vie artificiellement. Mais ce qu'il ramène à la vie n'est finalement pas un être humain. C'est une âme perdue, rejetée, consciente de sa monstruosité. Frankenstein incarne la peur de la science sans conscience. On pourrait dire que sans lui, la figure du mort-vivant moderne n'aurait jamais vu le jour. Quittons maintenant les profondeurs de la Terre pour lever les yeux vers les cieux. Les aliens, c'est une peur beaucoup plus moderne. Celle de l'inconnu venu du ciel. Les premiers témoignages d'OVNI remontent aux années 1940,
avec le célèbre incident de Roswell en 1947. Des témoins affirmaient avoir vu un vaisseau s'écraser dans le désert du Nouveau-Mexique, et le gouvernement en aurait caché les preuves. Ce jour-là, l'armée parle alors d'un ballon météo, mais la rumeur évoque plutôt un vaisseau alien. Depuis, les témoignages d'OVNI, objets volants non identifiés, se multiplient dans le monde entier. Depuis, des milliers d'observations ont été rapportées, des photos, des vidéos, souvent inexpliquées. Certains pensent que ces entités auraient construit les pyramides, ou même laissé des messages à travers les crop circles. Vous savez, ces dessins géométriques qui apparaissent parfois dans les champs. La plupart du temps, ça se passe en Angleterre, et ces phénomènes sont inexpliqués, et cela trace des formes étranges et très précises, uniquement visibles depuis le ciel. Les aliens sont eux aussi devenus une figure d'Halloween, parce qu'ils incarnent la peur du mystère, mais aussi la fascination pour ce qui dépasse notre compréhension. Qu'on y croit ou non, ces récits nourrissent notre peur la plus ancienne, celle de l'inconnu, celle de ce qui pourrait nous observer dans le noir. À Halloween, les aliens symbolisent l'intrusion du mystère dans notre réalité, le monstre moderne venu d'ailleurs. En Amérique latine, c'est une toute autre créature qui hante les nuits sans lune, le chupacabra, littéralement le suceur de chair. Le mythe apparaît en 1995 à Porto Rico, après la découverte de plusieurs chèvres mortes, vidées de leur sang. Les témoins décrivent une créature d'environ 1 mètre, à la peau grise, avec des pics sur le dos, des yeux rouges et une allure reptilienne. Des témoignages affluent du Mexique, du Chili, des États-Unis. Des vidéos circulent, certaines montrant des silhouettes étranges capturées par des caméras nocturnes. Les scientifiques expliquent souvent ces observations par des coyotes atteints de gale, mais pour beaucoup, la créature existe réellement. Et comment expliquer que les chèvres soient totalement vidées de leur sang? Certains pensent qu'il s'agit d'une expérience militaire qui se serait finalement échappée. D'autres pensent qu'il s'agit d'un être extraterrestre, comme nous venons de l'évoquer. Le film Chupacabra explore d'ailleurs cette dualité, peur et fascination pour ce prédateur invisible. Le Chupacabra c'est la bête qui rôde quand tout le monde dort. Le monstre rural qui mêle superstition et mystère moderne. D'ailleurs, il y a aussi un film pour les enfants qui est sorti, qu'on a regardé, qui s'appelle juste Chupa, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Parlons maintenant des démons et du diable. Les démons existent dans presque toutes les religions. Chez les Sumériens, il y avait déjà des esprits malfaisants. Dans le christianisme, ils sont les anges déchus, menés par Lucifer. Dans l'islam, on parle des djinns, parfois bienveillants, parfois destructeurs. Dans les cultures asiatiques, on retrouve les Oni japonais ou les Rakshasas hindous. À travers les âges, ces figures représentent nos peurs intérieures, nos pulsions, nos tentations. Le diable est devenu la personnification du mal, de la désobéissance de Dieu. Et à Halloween, il symbolise tout ce qu'on refoule, la peur, la transgression, la fascination du côté sombre. Et enfin, impossible de conclure sans évoquer les démons qui vont avec le diable. Ils représentent alors le mal, la tentation, la rébellion contre la lumière. Au Moyen-Âge, le diable hantait déjà les esprits. On parle de pacte, d'exorcisme, de possession. Aujourd'hui encore, les prêtres exorcistes reçoivent des centaines de demandes chaque année. Mais au-delà du folklore, les démons symbolisent surtout notre ombre intérieure, la part de nous qu'on redoute, qu'on cache, qu'on combat. Et c'est pour cela qu'ils ont trouvé leur place à Halloween, cette nuit où les masques tombent et où nos peurs se révèlent. Les vampires et les loups-garous. Comment ne pas les citer? 2 créatures mythiques inséparables d'Halloween. Je ne vais pas trop développer ici parce qu'ils auront leur propre vidéo, alors si tu ne veux rien louper, abonne-toi et active la petite cloche qui te permet de recevoir des notifications quand je poste des nouvelles vidéos, et au moins ça montre que tu es intéressé et l'algorithme te remontrera certaines de mes vidéos. Mais bon, je vais quand même vous teaser un peu, vous vous doutez bien. Le vampire, c'est la peur du sang, du désir et de l'immortalité. Les vampires sont issus des mythes d'Europe de l'Est, mais leur légende s'est mondialisée. De Vlad l'Empaleur à Dracula, ils incarnent la peur de la mort, mais aussi la séduction de l'immortalité. Quant aux loups-garous, ils sont l'incarnation de notre bête intérieure, de la dualité humaine. Des récits de transformation datent du Moyen-Âge, souvent liés à des malédictions. À Halloween, ils nous rappellent que le monstre sommeille parfois en chacun d'entre nous. Je ne vous en dis pas plus sur ces 2 monstres, et on en parlera dans une prochaine vidéo. Pour finir, nous allons parler d'une créature qui nous fait parfois rire et parfois peur. Les clowns.
Les clowns, à l'origine, n'avaient absolument rien d'effrayant. Ils viennent du théâtre comique, inspiré des bouffons du Moyen-Âge et de la commedia dell'arte italienne. Leur rôle était alors de faire rire, de tourner le monde en dérision, d'être les fous du roi, ceux qui pouvaient tout dire, sans crainte du châtiment. Mais dès cette époque, une ambiguïté existe déjà. Le clown, derrière son sourire peint, cache un visage sans expression. Et c'est précisément cette dissonance entre le rire forcé et le silence figé qui, inconsciemment, nous met un peu mal à l'aise. Ce sentiment porte un nom en psychologie, le Uncanny Valley, ou la vallée de l'étrange. C'est cette gêne qu'on ressent face à quelque chose de presque humain, mais pas tout à fait. Un visage trop maquillé, un rire trop exagéré, un comportement imprévisible, le clown est le miroir déformé de l'humain. Le basculement du clown comique au clown terrifiant commence au XIXe siècle avec un exemple marquant, le clown Grimaldi, très célèbre à Londres, adulé du public, mais profondément dépressif en coulisses. Il disait « Je suis Grimaldi, le plus grand clown du monde et le plus misérable des hommes ». Cette dualité entre rire et désespoir va hanter la culture populaire. Mais c'est au XXe siècle que tout change et que le clown triste devient le clown maléfique. Ce glissement ne vient pas du cinéma cette fois-ci, mais bien de la réalité. John Wayne Gacy, le tueur clown. Dans les années 1970, cet homme est connu pour se déguiser en Pogo le clown, lors d'événements pour enfants. Mais ce dernier fut arrêté pour le meurtre de 33 jeunes hommes. Lors de ses apparitions publiques, il portait un costume de clown et peignait ses visages de manière anguleuse et inquiétante. Quand cette affaire a éclaté, le monde entier a fini par associer le clown à une folie meurtrière. Ce crime atroce a profondément marqué l'imaginaire collectif, ancrant le clown dans la peur. Depuis, le cinéma et la littérature ont bien entendu largement repris cette image. En 1986, Stephen King publie Ça, avec le terrifiant Pennywise, un clown démoniaque qui dévore les enfants en incarnant leur pire peur. Et je vous avoue que même moi, j'en suis pas rassurée, et que quand Ruby est montée sur le lit, elle m'a un peu fait peur. Tu viens me tenir compagnie ? Mais ce n'est pas qu'une intervention du cinéma. En 2016, une véritable clown hystéria a secoué plusieurs pays, notamment les États-Unis, la France et le Canada. Des témoins affirmaient avoir vu des clowns armés rôder la nuit, souvent près des forêts, des parkings ou des écoles. Certaines vidéos montraient des individus grimés, immobiles au bord des routes, filmés par des passants. Aucune de ces apparitions n'a été clairement expliquée. Certains y voyaient de simples canulars, d'autres pensaient à des groupes sectaires ou à des imitations d'esprits malveillants. Cette peur du clown est aujourd'hui reconnue. Elle porte même un nom scientifique, la coulrophobie. Et chaque année, à Halloween, elle revient avec force, entre fascination et répulsion. Ce clown à Halloween symbolise parfaitement la frontière entre l'innocence et la folie, ce basculement entre le rire qui peut se transformer en cri. Sous ces couleurs vives, il y a la peur du mensonge, du masque, du double. Il incarne le malaise le plus profond, ne plus savoir si le visage qu'on regarde est humain ou absolument monstrueux. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il fascine autant. Halloween, ce n'est pas qu'une fête commerciale ou un défilé de costumes. C'est un miroir des peurs humaines. Celles de la mort, du mystère, de l'ombre, mais aussi de nous-mêmes. Derrière chaque monstre, il y a une histoire, une époque, une leçon. Alors, dis-moi ce en quoi tu te déguises cette année, et je te dirai qui tu es et de quoi tu as peur. Pour ma part, cette année, je suis bien triste parce que je ne pourrai pas me maquiller pour Halloween et me déguiser étant donné que je travaille. Tristement. Mais quoi qu'il en soit, dites-moi vous et que je puisse vivre cet Halloween à travers vous et à travers vos futurs déguisements. Dites-moi peut-être ce en quoi vous hésitez et je vous ferai une analyse détaillée de ce que ça peut vouloir dire chez vous et je pense que ça peut être très intéressant. Je vous attends donc dans les commentaires, laissez-moi un petit like, ça prend une petite seconde, c'est encore plus rapide. Et puis on se dit à demain normalement pour une prochaine vidéo. Vous l'avez remarqué, il y a des moments où je loupe un peu, mais comprenez-moi, voilà, c'est un peu... C'est pas comme les autres années. Je suis devenue belle-mère et du coup je consacre un petit peu plus de temps à mon chéri et à notre famille plutôt qu'aux vidéos, ce que je pense vous pouvez comprendre. Et donc j'essaie au maximum de vous faire ça. En plus je travaille en parallèle, donc c'est sûr que c'est pas évident de trouver des moments pour filmer. Donc dès que j'en ai, je vous en fais. Et ça va, j'ai loupé que 2 créneaux pour l'instant. Mais quoi qu'il en soit, j'ai eu besoin de me justifier, donc je l'ai fait. Mais c'est vrai que j'en avais pas forcément besoin. Parce que vous êtes assez bienveillants et vous ne me le faites pas du tout remarquer. Donc quoi qu'il en soit, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain ou à la prochaine. Ciao.
Abonne-toi et active la... Débute au 19e. Aucune de ces apires... Et une mouche qui m'embête. Je vais ouvrir la fenêtre. J'arrive. Ça, j'ai ma Joby qui peut rentrer. Je vais rester avec moi, mon cœur. J'espère que vous entendrez pas dehors. Je ne peux pas ouvrir ma fenêtre parce qu'il y a trop de monde dehors. Des boulistes, des motos, de tout. Bref, continuons. J'en étais où? J'enlève les chaussettes. Wax, que j'ai chaud.